Cette vidéo est le premier épisode de notre nouveau format d'émission. Pour ce lancement, nous vous réservons une annonce spéciale en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. Bonne vidéo! Hello et bienvenue dans cette nouvelle saison Hippocampe, saison 3. Qui dit nouvelle saison dit nouveau format, du coup on n'est plus enregistré. Pourquoi ? Pour plus de qualité, plus de dynamisme et parce qu'on trouve ça plus cool, plus tranquille et on a un peu moins de pression quand même plutôt que de faire des lives tous les mois. Pour cette nouvelle émission, du coup j'ai de super invités. Hello tout le monde. Salut. On est en direct du Séjour Jeunes Adultes, donc l'édition 2024. On commence les petites présentations. Zoé, tu vas bien ? Ouais, ça va. Tu étais déjà là l'année dernière. Oui, moi je refais le Séjour Jeunes Adultes cette année. Cool. Et ça te plaît ? Ouais, c'est trop cool. On a l'immense honneur d'avoir Madame Karine Cholot. Bonjour à tous. je suis juste de passage, mais bien content de faire un petit coucou à ce séjour, Jade. Coralie, tu vas bien ? Je vais très bien. J'ai un peu changé. Donc, Un petit peu, oui. Non, moi, je vais accompagner Yacine à la présentation cette fois. Un petit peu de stress parce que je ne l'ai jamais fait et de passer après Coralie quand même, c'est beaucoup de stress. Et c'est un plaisir d'être là en tout cas. Non, mais c'est aussi un peu la nouveauté de cette saison. En réalité, on peut ne pas rester que sur les mêmes animateurs. Ce sera peut-être d'autres personnes que vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos. Lise. Salut. Comment ça va, Lise ? Ça va très bien. Super. C'est mon premier séjour. Oh, c'est beau. Premier séjour ever d'été, du coup. Oui. Ok, super. Et ça va ? Ça va bien. Super. Contente d'être là. Ah, moi je suis pas super content que tu sois là, mais Bon. on en reparlera. On en parlera. Et enfin, on a Margot. Ça va très bien aussi. Tu vas bien ? Oui, ça va. C'est mon deuxième séjour, moi, par contre. Ah oui ? J'ai fait Cet un été séjour ou... Non, alors, j'ai travaillé en tant qu'animatrice sur Pujol 3. Ok. Et j'ai déjà été enfant en séjour. T'as fait quoi comme séjour ? J'ai fait Miramont à l'époque. Quelle année ? Je dirais 2016 ou 2017, Ah. c'est possible. À un an près, j'aurais pu être ton animateur. Excellent. Ça me vieillit un peu. Et toi, Zoé, as-tu déjà fait des séjours ? Oui, j'en ai fait un en 2020, Pralognan. Et du coup, tu as réitéré l'expérience avec les séjours jeunes adultes. Oui, c'est ça. Ok. Bon, plutôt cool. Et du coup, Lise, pourquoi c'est ton premier séjour ? Parce que j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. J'ai été diagnostiquée en novembre 2022. Je suis adulte, mais je peux quand même profiter des séjours et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Nouveau dispositif de la JD. Oui. Effectivement. C'est pour ça qu'elle voudrait qu'on allonge Oui. l'âge de fin. Je fais que de négocier. La directrice J'ai été au est bon juste endroit. là. J'ai Si 25 tu as des ans. choses à demander, c'est maintenant. Il y a des preuves. L'année prochaine, j'ai 26. Oui, après, c'est des âges aléatoires. Il faut faire des choix à un moment donné, mais je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table que 25-26 ans, à partir du moment où il y a des besoins et qu'on est capable d'y répondre, il n'y a rien qui nous interdit d'allonger l'âge et avec plaisir si on peut répondre aux envies de chacun. Pour rappel, et pour les personnes qui nous regardent, les séjours jeunes adultes, ce sont les séjours qui interviennent donc post-séjour SMR proposés par la JD, qui permettent à des personnes entre 18 et 25 ans à l'heure actuelle, mais voire même un peu plus, n'est-ce pas Lise, de repartir en séjour, de rencontrer d'autres jeunes adultes des T1 et de participer à des ETP pour en apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours au niveau du DT1. Du coup, on est à Gouville-sur-Mer. C'est plutôt cool. Le cadre est plutôt pas mal. On n'a pas eu beaucoup de soleil, mais il faisait quand même relativement beau. Hier, on est parti au Mach-Toupichtou, enfin au Mont-Saint-Michel. Saint-Mich-Mich. Mont-Saint-Mich. Ça vous a plu ? Incroyable. Ah ouais, c'était trop bien. C'était bien. Ouais, c'était vraiment chouette. Et vous avez fait quoi d'autre cette semaine ? Cette semaine. Des ETP. On a fait la cuisine aussi. C'est Ça, vrai, c'était c'est vraiment vrai. drôle. Du coup, on a fait de la cuisine, on a fait quoi d'autre ? On est allé à la plage en vélo. C'était pas mal. On a fait quoi d'autre? On a joué au basket. On a fait basket. Ouais, des ETP. On a essayé de jouer au basket. Oui, c'est vrai. On n'a pas vu beaucoup de paniers. On a fait le café débat aussi. C'est vrai. sympa. Ça, c'était sympa. Et c'était quoi les thèmes abordés ? Alors, il y avait la charge
Comment on dit déjà? Charge Bah oui, la charge mentale. La charge mentale. On a aussi, ça c'était ce matin, mais on a parlé aussi de la grossesse, des questions de grossesse concernant les filles. On a parlé de quoi Du d'autre? statut RQTH aussi. Oui. Ah oui, Ah ouais. la reconnaissance On en en a parlé. qualité de travailleur handicapé. Exactement. Oui, c'est vrai. Et effectivement. Et des différents dispositifs aussi. Du coup, les séjours jeunes adultes, oui, c'est vrai que ça permet d'aborder plein de sujets, plein de choses, et j'espère que vous avez pu, en tout cas, avoir un maximum de réponses, même si le séjour est pas fini, effectivement. Ce que je dirais qui est intéressant aussi dans les séjours jeunes adultes, c'est aussi cette façon de nous, d'avoir des encadrants comme... enfin, là, voilà, comme Yacine et moi qui sommes des T1 aussi, et je pense que c'est un plus, là, c'est nous cette fois-là, mais l'année dernière, il y avait d'autres encadrants des T1, et je trouve ça... Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ça fait vraiment un échange, et on est encadrant, mais en même temps, on est aussi là, on est tous des T1, et c'est hyper important. Je trouve. On est sur un pied d'égalité, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et ça facilite les échanges, de ne pas avoir cette hiérarchie. On est tous des adultes, on est tous en plus des T1, en plus ça nous rapproche sans le vouloir en fait d'être tous des T1. Et puis on se comprend, enfin, quand il y en a un qui est en hypo, on n'a pas besoin de se parler, quoi. On se comprend tout de suite. C'est vrai. Ça c'est cool. Et du coup, comment vous organisez, comment on organise les journées et la semaine? On fait des conseils. Ouais, les On conseils. fait des conseils de groupe où chacun a le droit de proposer ce qu'il a envie de faire. On se met d'accord sur ce qu'on a envie de faire. C'est trop chouette. Ouais, on peut proposer tout plein de choses. Et puis voilà, là, qu'est-ce qu'on avait proposé? Ah oui, on avait proposé une soirée film. C'est vrai qu'on a C'était fait sympa. une soirée film. On s'est fait une soirée film. Feu de camp aussi, on en a pas Ouais. parlé. C'est vrai qu'on a fait un feu de camp. Ouais, et Avec c'était des vraiment chamallows. cool. Moi, je voulais vous demander, Zoé, tu sais pourquoi tu es venue ici et pourquoi tu participes à ce séjour? Moi, du coup, j'avais déjà participé l'année dernière et j'ai ressenti le besoin de revenir parce que ça m'a apporté plein de trucs l'année dernière. Enfin, de rencontrer d'autres des T1, ça m'a vraiment beaucoup aidé. On a gardé le contact en plus, donc c'est trop chouette. Et j'avais besoin de retrouver cette bulle pendant une semaine et de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, parce que sinon, l'année, moi j'habite à Toulouse et j'ai pas forcément sur place de copains des T1. Et du coup, je trouve ça chouette de rencontrer d'autres personnes, de partager. Tu dirais que tu arrives à trouver tes réponses au sein du séjour, c'est-à-dire Oui. que tu arrives à parler librement. Oui, je me sens vraiment hyper à l'aise de parler de plein de trucs, de poser des questions. Ouais. Et puis on s'entraide mutuellement, donc... Et toi, Alice? Moi, j'avais besoin de rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi. Oui. Le DT1, je l'ai accepté, mais j'avais besoin de créer du lien avec des personnes qui vivent la même chose que moi au quotidien. On se comprend, et puis moi, mon objectif, c'était de repartir de ce séjour avec des amitiés nouvellement créées. C'était vraiment mon objectif. Et puis, je pense que pour l'instant, on est bien parti. Et puis aussi comprendre le ressenti des autres, comment ils l'ont vécu, eux. Et puis s'informer sur les dispositifs existants. C'est vrai que toi, dans ton cas qui est un peu particulier, c'est que pour le coup, tu as eu un diagnostic du coup assez tardif, même si assez tardif, et pour le coup, ce type de séjour peut t'apporter différemment d'une autre personne qui souhaite réitérer du coup les séjours SMR à la JD. Pour le coup, moi, en fait, c'est bizarre, mais je venais de terminer mes études, c'était tout tracé, et puis hop, on m'apprend que je suis DT1. Ouais. Et donc du coup, j'ai dû réapprendre à vivre avec. Et puis je savais que j'avais à apprendre de toutes ces personnes qui ont été diagnostiquées beaucoup plus tôt que moi, parce qu'il y a forcément un autre point de vue. Donc, voilà, j'en avais besoin, moi, d'avoir d'autres points de vue pour eux. Ok. Et comment t'as entendu parler, excuse-moi, des séjours jeunes adultes? Parce que, toujours dans l'acceptation du diagnostic, je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai suivi différents comptes, notamment Coralie, de Coco and Poddy, qui du coup a mis sur sa story le lien d'inscription.
Ok, cool. Et puis j'ai directement cliqué dessus. J'ai vu que c'était jusqu'à 25 ans, alors Vite. 25 ans révolus ou pas? Juste pour reprendre, c'était bien l'idée, alors sans faire d'histoire, mais c'était bien l'idée de ces séjours de pouvoir et poursuivre, être dans la continuité de certains jeunes qui ont participé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois à un séjour à la JD. Certains, et c'est bien l'idée quand même, c'est qu'après un certain nombre de séjours, on ait les billes pour avoir d'autres expériences, partir dans d'autres accueils collectifs de mineurs, partir avec les copains, etc. Mais on se rend compte que c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire ou les compétences pour le faire. Chacun arrive à acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour partir hors d'un séjour à JD. Mais ce qui revient systématiquement, c'est ce besoin de partager et d'être compris sans avoir à rentrer dans les détails, à expliquer systématiquement. À quoi ça sert là, le dispositif que j'ai, là je suis pas bien, je suis en hypo. Effectivement, quand on est dans une vie professionnelle ou étudiante, il faut un peu justifier ses comportements et là il n'y a pas besoin de justifier ses comportements. Donc c'était un des premiers objectifs, c'est d'être de répondre aux besoins et le nombre de jeunes à 17 ans qui partent en c'est mon dernier séjour, etc. Donc on peut offrir autre chose dans un autre environnement, un autre cadre. Et c'était aussi le constat que y a des jeunes qui déclarent un diabète de type 1 à 18 ans et plus, et que ces jeunes vivent d'autres expériences, il y a d'autres ressources, mais en tout cas ce cadre-là de se retrouver dans un cadre bienveillant avec des personnes qui ont une certaine expérience. Je rappelle aussi qu'il y a un médecin qui est là pour accompagner et répondre à des besoins médicaux ou autres, mais aussi répondre à des questions très pratico-pratiques d'équilibre du diabète, d'adaptation des doses, etc. Et donc c'était faire profiter aussi ces années d'expérience de la JD pour ces jeunes adultes qui ont déclaré un diabète et n'ont pas pu profiter des séjours de la JD. Et là, je suis très heureuse de voir qu'il y a tous ces différents publics qui sont présents, ce qui était le cas déjà sur le séjour précédent, mais ça veut dire que la communication a été faite en ce sens et qu'on atteint notre objectif. Effectivement. Lise qui est là et Manon et Angèle, par exemple, qui sont pas là mais qui seront là plus tard, viennent de la même ville. Au final, on est tous de la même ville. Et ça va parce que moi aussi, je suis de la même ville de ces personnes-là. Donc ça va amener une continuité. Et je pense que c'est quand même un des objectifs des séjours jeunes adultes, c'est que ça commence justement à lancer un accompagnement et qu'ensuite, en fait, ils restent. Et qu'en fait, on devienne tous des amis. Mais voilà, au moins, il y a quelque chose, même pas forcément d'être amis, mais une solidarité entre nous. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour le coup. Et toi, Margot, pourquoi t'es là ? Du coup, moi, je suis là grâce à toi, parce que je cherchais un séjour jeune adulte cette année et j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai peut-être pas bien cherché, mais en tout cas, j'avais pas trouvé. Donc, je suis passée par la JD, je me suis inscrite pour participer en tant qu'animatrice à un séjour. Et je suis allée au week-end d'intégration début juin, qui a été très très cool. Et j'ai rencontré Manon et Arnaud qui m'ont parlé du séjour Jade. Et il m'a un petit peu travaillé au corps pour être sûre que je vienne. Et j'ai fini par m'inscrire au séjour du coup. Et c'était pour rencontrer effectivement des gens comme moi, même si j'en connais déjà. Mais pour vivre un moment je sais très bien que les séjours à la JD sont des séjours particuliers, où les liens sont très forts et où ça fait beaucoup de bien et on décharge énormément. Donc j'avais envie de continuer ça et c'est pour ça que je suis là, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour parler de mon diabète. Et vivre des choses cool. Moi, j'aimerais rebondir sur les liens forts, parce que ça a été une vraie surprise. Moi, je m'attendais à passer un moment avec d'autres jeunes, etc. Donc, je suis arrivée avec un petit peu d'angoisse, parce qu'on ne sait jamais dans quel groupe on atterrit. Et puis, finalement, je devais repartir un petit peu plus tôt. Et j'ai annulé tout ce que j'avais prévu. Effectivement. J'ai tout annulé parce que il y a eu ce lien fort d'amitié dont je parlais tout à l'heure.
Et du coup, je sais pas, ça m'émeut. Oh. mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert. On partage vraiment la même pathologie et ça nous rassemble, ça nous unit d'une certaine manière. Vous allez partager plus que moi de nombre de jeunes, d'ados ou qui sont devenus des jeunes adultes qui disent mon meilleur pote, je l'ai rencontré à la JD, ou mon meilleur pote, c'est une personne avec qui que j'ai croisé qui a un DT1 et c'est extrêmement fréquent. Et il y a quelque chose qui se passe et on parle de là, on dit c'est la grande famille de la JD, mais il y a aussi certainement une philosophie qui est portée par nos conseils qui induit cela. En tout cas, ça se ressent et ça fait du bien. Effectivement. C'est indescriptible de toute façon. Et je dirais que c'est pas quelque chose qui est propre à ce séjour-là pour le coup. Moi, de par mon expérience, donc j'ai eu 2 séjours en tant que jeune. À l'époque, anciennement dit SSR, maintenant SMR. Ensuite, j'ai eu 2 séjours, 1 ou 2 séjours en tant que... Enfin, 3-4 séjours en tant qu'animateur. Et là, j'en suis à mon 4e séjour jeunes adultes. Donc 2 auxquels j'ai participé donc en 2013 et 2014. Et les 2, donc cette année et l'année précédente. Et il est vrai que ce côté lien affectif et ce côté lien vraiment très fort, je l'ai toujours eu. Et c'est quelque chose qui caractérise clairement ce type de séjour, que ce soit les SMR à l'heure actuelle ou les SGA, donc les séjours jeunes adultes. C'est quelque chose qui caractérise vraiment nos types de séjours. C'est pas propre au groupe et à la dynamique de groupe qu'on a actuellement. Et si moi je peux donner mon exemple, ça fait plus de 10 ans que je pars à la JD, j'ai fait 5 séjours en tant que jeune, j'en ai fait au moins 15 en tant qu'encadrant, que ce soit en tant qu'animateur ou directeur de séjour. Je me suis fait beaucoup d'amis. Les 3 quarts de mes amis, c'est des gens qui sont soit de la JD, soit diabétiques, et que j'ai rencontrés à la JD. Et par exemple, aujourd'hui, la première personne que j'ai rencontrée à la JD dans ma vie, c'est devenu mon meilleur ami, c'est même mon frère pour moi. Il a eu un enfant récemment, il m'a demandé d'être le tonton de l'enfant parce qu'il n'a pas de frère et sœur, et du coup, il m'a demandé à moi. Et je ne sais pas si j'aurais autant cet encadrement et autant d'amis, autant de partage si jamais j'avais pas fait ces séjours ou si j'avais pas cette maladie-là. En fait, je pense que ça m'a amené ça. S'il y a bien une qualité que je peux lui trouver, c'est celle-ci en tout cas. Effectivement, ouais. Ça fait partie des bons côtés de la pathologie. Clairement. Il en faut bien. Et tu as donné les mots aussi, Zoé, tout à l'heure, parce qu'il y a cette notion d'entraide qui induit cela. Parce que voilà, il y a plein de gens, et heureusement, à l'école, tout le monde se fait des copains, on a nos meilleurs amis quand on est ado, etc. Mais là, le partage de ce que vous vivez tellement dans votre corps, dans votre tête, et cette... alors, il y a une certaine autonomie, et bien sûr, chacun est autonome, mais il n'y a pas le choix. Avec cette maladie, il y a une dépendance. Il y a une dépendance à un médicament, et une dépendance qui est discontinue, bien sûr, mais une dépendance à des professionnels de santé, quand on est petit, à ses parents, encore plus... et qui induit cette entraide et qui renforce certainement les liens d'amitié et qui peut expliquer entre autres cela. Il y a plein de gens, nous, dans le séjour jeunes adultes, il y a 2 accompagnants, donc un médecin, comme tu as dit, qui s'appelle Marine, qui n'a pas le DT1, et une encadrante qui s'appelle Noël, qui n'a pas le DT1 non plus, mais qui part depuis des années en séjour et qui parfois connaissent mieux les choses que nous sur cette maladie-là et sont hyper accompagnants et hyper aidants. Et je pense que ces personnes-là, je les oublie pas, en tout cas parce que moi c'est des amis maintenant, mais ils font aussi partie de tout ce groupe-là et toute cette famille. Ils ont la même bienveillance envers nous. Oui, c'est clair. On aime bien les pancréas fonctionnels. On a abordé plein de sujets de TP et en quelques jours, effectivement, ça a été quand même assez intense. C'est un peu le maître mot de ce séjour, c'est des liens très forts, mais aussi pas mal de sujets qui ont été balayés. Au niveau des ETP, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé et quel est le sujet qui vous a le plus interpellé ? Lise, je sens que tu as envie. Je t'en prie. Moi, il y en a 2. Tout ce qui est RQTH, parce que moi, ça a été un frein énorme. Je me sens pas handicapée. Mais Yacine a parlé de situations handicapantes.
et ça m'a réconciliée totalement. C'est vrai qu'on a des situations handicapantes et que peut-être qu'il faut que les choses évoluent pour qu'on fasse les démarches, en tout cas me concernant. Je ne me vois pas avoir le terme handicap. J'ai une maladie auto-immune, je suis d'accord avec ça, etc. Je vis des situations handicapantes, notamment au travail, mais voilà, je ne me sens pas handicapée. Effectivement. C'est vraiment cette ambivalence que l'on a. Si on en a les capacités et si on a la possibilité de le faire, on peut être champion du monde de karaté et certains de notre communauté le prouvent, mais c'est pas à la portée de tout le monde, effectivement. Mais il y a aussi ce côté où une hyperglycémie ou une hypoglycémie peut nous apporter des situations assez cocasses, et d'où les situations handicapantes. Après, c'est selon le bon vouloir de chacun, est-ce qu'on souhaite avoir une RQTH ou non. Ça existe. En fait, il faut que chacun sache que ça existe s'il en a besoin. Et il n'y a aucune raison que chacun le fasse. C'est vraiment en fonction de ses besoins. On aimerait, et Marc de Cardanel, notre président, est très impliqué dans ces actions. On aimerait que ce soit de la RQT H, MC, maladie chronique. Parce que ça a du sens. Il y a plein, la maison du handicap, elle devrait être la maison du handicap et de la maladie chronique, parce qu'il y a le diabète de type 1, mais il y a d'autres pathologies chroniques à l'âge adulte qui induisent des situations, alors appelons ça de handicap, handicapantes, qui mettent dans une situation où on n'est pas à 100%, on n'est pas à 100% de nos capacités à intenter. Et ça n'enlève rien aux capacités intellectuelles, aux capacités d'adaptation que vous avez tous, parce que faire de l'adaptation, ça vous savez faire. Et donc il y a plein d'éléments forcément extrêmement positifs. Le terme, il n'est pas adapté, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on doit s'en priver à cause d'un terme, ou est-ce que si on en a vraiment besoin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'information, la connaissance de ses droits, des droits de chacun, à chacun de s'en saisir ou pas, selon. Et puis, on peut ne pas s'en saisir à un temps T, et puis 5 ans après, dire là, dans ces conditions-là, dans ce travail-là, dans cet environnement-là, j'en ai besoin, et ça peut s'arrêter comme quand on le veut. Oui. Et je voulais aussi, le deuxième point, c'était la valeur. La valeur, enfin ma valeur en tant que DT1, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la vie professionnelle, et moi j'avais l'impression que à caractère et compétences égales, parce que j'avais un DT1, j'avais moins de valeur que quelqu'un. Mais non, en fait, on en a énormément discuté, mais pas du tout, parce qu'en fait, déjà, personne n'a le même caractère et absolument les mêmes compétences que moi. Et ça a été une discussion qui m'a marquée, parce que, moi, je vais être à fond dans mon travail, je vais donner le meilleur de moi-même, et c'est pas le DT1 qui va me faire que je suis moins bonne qu'un collègue. Une autre personne. Voilà. Et tu veux faire quoi? Je suis chef de projet stratégique. Ok. Donc, voilà. En fait, j'ai fini mes études, j'ai été diagnostiquée et je suis rentrée dans le monde professionnel. Donc, tout s'est enchaîné très vite. Tout s'est enchaîné très vite, et moi j'ai toujours été très... Je pense que je suis quelqu'un de carriériste, et j'ai toujours voulu avoir des postes à responsabilité, etc. Et j'ai eu quand même, lors du diagnostic, un doute. Est-ce que je vais pouvoir avoir un poste à responsabilité si je fais une hypo en réunion, etc. Et là, maintenant, ça fait 1 an que j'occupe ce poste. Je suis super épanouie, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui me comprend. Ça, c'est important. Oui, des fois, je suis en réunion super importante avec des membres de direction. Puis je fais une hypo. Du coup, j'arrive à en rigoler, dire je vais chercher un recyclage, j'arrive. Et puis voilà, je suis compétente. Et ça, il faut se le dire aussi. Bien sûr. Et certains Chacun a ses petites failles. On peut dire ça, il y a une faille. Il y a des gens qui sont stressés, qui n'ont pas de diabète de type 1, ils sont hyper compétents, et puis devant un public vont bafouiller. C'est une petite faille qu'on peut avoir, et ça n'enlève rien à toutes leurs compétences. Les gens qui... il y a plein de caractéristiques, mais chez des gens qui sont très responsables et qui ont des compétences. Mais la notion de valeur, oui, mais bien sûr que vous avez autant de valeur les uns que les autres à votre niveau.
Et puis même, je dirais que le DT1 peut aussi apporter certains traits de caractère en plus. La résilience. Ouais. Exactement. On en a parlé ce matin. hein. Totalement. La maturité. La maturité. Et puis Mm. la flexibilité, Pas toujours. savoir s'adapter. C'est une grande force Quand on veut. dans plein de domaines. Bien sûr. Et du coup, toi, Margot, pour les ETP, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu as retenu si tu devais. Qu'est-ce que j'ai retenu pour les ETP? Alors, moi, j'avoue que j'étais déjà assez bien briefée sur les ETP, puisque j'en ai fait pendant 3 semaines avant d'arriver ici. En tant qu'encadrante. En tant qu'encadrante, du coup, mais j'ai quand même participé. Moi, ce que je retiens des ETP, c'est juste en fait le vécu de chacun, prendre le vécu de chacun, écouter le vécu de chacun, les situations qu'on vit pas forcément de la même façon, parce qu'on est tous des T1, mais on n'est pas tous des T1. Enfin, on gère pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes ressentis, que ce soit en hypo, en hyper, dans ce qu'on vit au quotidien, et on n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes difficultés. Moi, je suis pas encore en poste et je suis encore étudiante et j'ai pas les mêmes difficultés, par exemple, que Lise, qui, elle, travaille. Moi, à l'école, il y a beaucoup plus d'encadrement. Si je veux faire un aménagement, bah, c'est beaucoup plus simple. Ça veut pas dire que c'est toujours beaucoup plus compris et qu'ils sont pas des fois moins relou. Moins relou, ouais, on peut le dire comme ça. Effectivement, on peut le dire. Mais c'est plutôt d'écouter mes ETP préférés, c'est tout ça sur le vécu. Donc, et c'est aussi de pouvoir apporter mon expérience avec des personnes DT1 qui sont nouvelles DT1, si je peux dire ça comme ça. Nouvellement DT1. Ok. Et apporter mon expérience à Lise et par exemple, et lui expliquer dans certaines situations comment ça peut fonctionner et que tout n'est pas figé, que les choses évoluent, comment je gère certaines choses qu'elle n'a pas l'habitude de gérer. Oui. Qu'est-ce qu'on voit à travers ETP? Parce que c'est vrai qu'on a dit ETP, et je ne sais pas si on a précisé ce qu'on voulait dire à travers ETP. Et comment Comment on peut le définir? Ouais, Alors, ETP, ça vient du mot éducation thérapeutique du patient. C'est la philosophie, en fait, de l'AJD. Et c'est comment on accompagne une personne, alors ici dans le cadre du diabète de type 1, mais ça peut être c'est vraiment issu quand même de la maladie chronique, c'est comment on part d'un point A, qu'on est en capacité d'identifier où il en est dans sa vie avec la maladie et de l'amener vers un point B en fonction de lui, ses besoins. Et donc c'est tout ce qu'on va mettre en place pour ce passage d'un état à un moment donné et à partir de cet état, on va identifier des projets. Pour réussir ces projets, qu'est-ce que j'ai besoin d'être en capacité de gérer dans ma maladie, d'être en capacité d'exprimer, d'être en capacité d'aller chercher des ressources, etc. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec une autre personne DT1 toutes les semaines parce que c'est ça qui va me motiver? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer et participer à un séjour JAD et à l'intérieur duquel il va y avoir l'ETP? Mais quelque part, l'environnement déjà, l'organisation du séjour, c'est l'outil d'éducation thérapeutique à l'intérieur duquel on va avoir des temps formels, des temps informels. On va apprendre de la physiologie, revoir la physiologie pour comprendre pourquoi on a besoin de lente, par exemple, quand on a un diabète de type 1, où on va mieux gérer des émotions. Il y a tous les aspects sociaux, les ressources, justement, ce qu'on citait. Donc c'est bien ça. Alors après, ça peut être très formalisé avec un bilan éducatif partagé, une séance, une évaluation, et bien sûr que ça, ça fait partie du processus, mais de façon plus globale, c'est vraiment ça. On part d'un point A, on a des besoins pour avancer dans sa vie pro, dans sa vie personnelle, dans ses amours, dans ses relations aux autres, etc. Et on va amener ce qu'il faut pour atteindre ce point, être en capacité, que la personne soit en capacité d'atteindre ce point B. Si je peux rajouter quelque chose sur les ETP, très important, après 11 ans de diabète, j'ai fait un ETP qui m'a réexpliqué la cétone, que je n'avais toujours pas compris. Et finalement, je peux encore apprendre des choses avec les ETP. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Mais c'est parce que tu savais certainement, on a dû te le dire plein de fois, mais à ce moment-là, soit parce que cognitivement on n'est pas prêt ou que tu n'en as pas besoin parce que c'est le moment qui gère. Donc, et c'est pour ça qu'on est obligé de répéter et qu'on apprend des choses à plein de moments en fait, de sa vie avec la maladie. À 10 ans, on n'apprend pas les mêmes. On ne va pas parler de la RQTH. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un parcours. On parle du parcours de soins ou du parcours de vie.
à chaque moment, parce que ça part bien des projets et pas justement d'acquérir un tas de connaissances ou de compétences. On utilise nos connaissances ou nos compétences en fonction des projets. Si on est, je sais pas moi, faire du vélo, juste apprendre à faire du vélo, mais si on n'en fait jamais, ça sert à rien. Par contre, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et puis on le voit, moi je sais que je pars toujours en séjour chaque année, parce que aussi, en fait, tant que les jeunes m'apportent quelque chose, ils m'apportent toujours des connaissances, et moi-même en étant diabétique, j'ai toujours des connaissances des jeunes, alors que ça fait plus de 10 ans que je pars, donc, et ça c'est un peu ouf, je trouve ça vraiment ouf chaque année. Aussi parce que les modalités de traitement évoluent beaucoup, très vite, donc, et la recherche évolue très vite aussi. Et du coup, toi, Zoé, par rapport aux ETP, là, sur la semaine moi, je sais que je rejoins un peu Margot sur le vécu. C'est plus toutes les discussions qu'on a, pas forcément sur un sujet en particulier, mais vraiment d'apprendre plein de choses. Pareil, je suis partie en tant qu'animatrice aussi pour la première fois cet été. Et j'ai appris plein de choses. Enfin, en fait, c'est plein de discussions, même pas forcément avec des temps formels, mais aussi des temps informels. On apprend plein de choses sur le vécu, sur comment on gère des situations, etc. Et on apprend aussi des jeunes. Exactement, bah, clairement. Beaucoup trop d'ailleurs. J'étais pas prête. Comment ça? Bah, ils sont parfois bien plus calés qu'un adulte DT1 sur plein de choses, et surtout des fois parfois plus OK avec leur maladie qu'un adulte DT1, et c'est assez ouf la claque que tu te prends quand tu fais ton premier séjour à JD. Oui. Ça a été assez Premier comme 15e. Franchement, bien sûr. Du coup, je parle de ma situation, tu prends toujours autant de claques, même après 10 ans. Enfin, bon, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, mais... Et c'est Karine qui m'a appris, lors de notre séjour, de notre week-end d'intégration, qu'on ne mourrait pas d'une hypo. Effectivement. Parce que pendant très longtemps, on a un peu sacralisé l'hypo en mode c'est hyper grave. On va peut-être mourir, alors que pas du tout. Et j'ai appris ça après 10 ans de diabète. Donc, Oui, alors théoriquement, on ne meurt pas d'une hypoglycémie. Quand on a un diabète de type 1, c'est les cellules bêta qui fabriquent l'insuline qui sont détruites, et c'est les cellules alpha qui fabriquent du glucagon. Donc au moins pendant un certain nombre de temps, les cellules alpha, elles continuent. Et je vous rappelle que pendant des années, il n'y avait pas de capteur de glucose, qu'il y avait plein d'hypoglycémies nocturnes, que personne n'était en capacité d'identifier, et que tout le monde se réveillait le lendemain matin. Donc, parce qu'il y a les cellules... Alors, elles ne font pas le boulot aussi bien, les cellules alpha, et avec le temps... elles se fatiguent, elles ne réagissent pas de la même façon aux variations de la glycémie, mais en tout cas, elles sont présentes, et qu'il y a suffisamment de glucose dans le corps pour qu'à un moment donné, ça remonte, ou que par une intervention, et l'intervention de l'administration de glucagon, intramusculaire ou nasale, ça puisse remonter. Après, dans la réalité... si on est sur un escabeau et qu'on fait une hypoglycémie, on peut tomber et se faire très mal, mais voilà, il y a les conséquences c'est la situation d'être en hypoglycémie dans certaines situations, d'où l'intérêt d'anticiper, et que quand on fait certains sports, on vérifie sa glycémie, on prend des collations, etc., parce que pour éviter le risque. Et en voiture, si on fait une hypoglycémie en voiture, c'est pas forcément l'hypoglycémie, mais si on a un accident, oui, forcément, ça peut être pas très grave ou grave. Donc oui, il faut avoir ça en tête, mais comme quand on est très fatigué, et que si on conduit très fatigué, on a plus de risques que si on conduit quand on n'est pas fatigué. Donc voilà, c'est là. Mais physiologiquement, exactement, il faut être rassuré de cela. Et ce qui permet aussi d'adapter, et parce que le risque quand on a très peur des hypoglycémies, c'est de rester toujours en hyperglycémie, en disant pas de problème, je suis en hyperglycémie, comme ça je ne vais pas faire d'hypo. Sauf que d'être en hyperglycémie à long terme, c'est pas bon pour la santé. C'est pas top. Du coup, oui, effectivement, on a eu plein de sujets abordés durant ces quelques jours qui ont été intenses et qui ne sont pas terminés. Il nous reste encore 3 jours et ça va être super top. Mais au-delà du coup du séjour, et le diabète, c'est dans votre vie de tous les jours. Et j'aurais une petite question un peu philosophique. Le diabète en 2024, c'est quoi pour vous? Quelles sont vos contraintes, quelles sont vos problématiques aujourd'hui que vous rencontrez en dehors?
qu'est-ce que le diabète pour vous en tant que jeune adulte DT1 ? Vous avez 2 minutes. Mais moi, je pense que le diabète en 2024, il est facilité par rapport aux autres années. Parce qu'on a la technologie qui nous aide. Moi, j'ai commencé, quand j'étais diagnostiquée, j'étais en pré-DT1. J'ai commencé avec du contrôle capillaire pendant 4 mois. Et je pensais aux gens qui étaient DT1 avant les capteurs, etc. Et je me suis dit, mais j'avais les doigts bleus, etc. Ça fait mal. T'as connu ça alors, c'est marrant. Ça fait mal. Et j'avais juste hâte d'avoir un capteur. J'avais hâte d'avoir de l'insuline parce que les régimes IGBA aussi, c'est compliqué. J'avais hâte de juste pouvoir vivre ma vie, manger ce dont j'ai envie de manger. Et voilà, et être aidé par tous ces systèmes qu'on a à notre disposition. Voilà, donc c'est plutôt positif parce que pour moi en 2024 c'est plus simple que il y a 20 ans. Je ne sais pas si c'est plus simple. Disons que la gestion de la maladie, effectivement, je pense qu'elle est facilitée. Néanmoins, tout ce qui est charge mentale, je pense on y reviendra, mais c'est quand même différent. Mais effectivement, ça change. À l'époque, on avait un dextro le matin, un dextro 1 heure plus tard. Notre glycémie, elle a eu le temps de varier énormément. C'est vrai qu'une glycémie à l'instant T, c'était compliqué à gérer, effectivement. Je dirais qu'il y a 20 ans, parce que j'ai le diabète depuis 17 ans, donc c'est presque il y a 20 ans. C'était plus difficile de s'en occuper parce qu'on avait moins les moyens. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai eu le DT1 et même les premiers séjours que j'ai faits, les premières pompes étaient mises en place. C'était beaucoup de gens au stylo quand même. Sauf que des fois, on avait des moments où on pouvait totalement oublier qu'on était diabétique. C'était plus facile à oublier. On n'avait rien sur le corps. Rien. Là, aujourd'hui, c'est bête, mais moi, je trouve ça positif parce que je les utilise. Mais malgré tout, parfois, je me dis « Ah oui, c'est vrai que j'ai quand même un diabète » et on ne l'oublie, je dirais, jamais. Et c'est peut-être une des choses qui a changé, je trouve, avec les nouvelles technologies. C'est que c'est parfois, je pense, un peu trop. Parfois un peu trop, c'est que parfois, c'est tout le temps. Ouais. C'est tout le temps sur nous, tout le temps accroché, tout le temps, etc., etc., etc. Et même si on est au stylo et qu'on ne veut pas passer à la pompe ou quoi que ce soit, on nous le pose la question à chaque rendez-vous. Donc, il y a ça. Oui, on pose la question parce qu'aujourd'hui, on a quand même suffisamment de recul pour dire que, en tout cas chez les enfants, je connais moins les articles chez l'adulte, mais que ces systèmes-là, aujourd'hui, permettent d'avoir un meilleur équilibre à court et moyen terme. Donc forcément, un médecin ne peut que proposer. Mais il y a eu c'est un bouleversement, tu le dis Yacine, entre avoir 7-8 glycémies par jour, on parlait des nuits tout à l'heure, et se retrouver avec des données toutes les minutes, toutes les 3 minutes, ça bouleverse la façon d'aborder la prise en charge du diabète de type 1. Donc oui, évidemment, moins de douleur, plus un meilleur équilibre du diabète parce que plus d'informations, mais cette tonne d'informations, et à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin il y a plein de moments où on a des informations, on ne peut rien en faire. Vous venez de manger, la glycémie, vous avez fait votre dose d'insuline, la glycémie, elle est montée, c'est normal. De toute façon, elle est montée, vous n'allez pas refaire de l'insuline, parce que l'insuline elle est déjà là, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations, et en tout cas, c'est un nouvel apprentissage dans la gestion du DT1, de la gestion de ces données, de cette multitude de données, et de comment on est en capacité, on parlait des études ou d'une réunion au travail, est-ce qu'on est en capacité, pendant 1 heure, c'est comme notre téléphone, est-ce qu'on est en capacité de le mettre dans notre poche à un moment donné, de l'oublier et de se concentrer pendant 1 heure sans avoir le bip-bip, sans se dire attends, là c'est en train de monter. Parce que dans les faits, en fait, on va rien pouvoir faire. C'est 1 heure. Il y a, alors on est chez les jeunes adultes, mais la place du parent avec l'accès aux informations chez les enfants. Voilà, il y a quand même ces éléments, et bien sûr, tant mieux, et il faut que ça continue à avancer
parce que d'un point de vue du traitement et de la santé, on améliore les choses. Après, il faut être en capacité de prendre, mais ça fait partie des apprentissages et possiblement de l'éducation thérapeutique aussi, de comment, de temps en temps, je peux ne pas regarder ces données et d'apprendre à utiliser les données à bon escient. Vous êtes tous, toi, Zoé, tu as quelle modalité de traitement ? Moi, je suis sous stylo encore, au début. Et justement, par rapport à ça, moi, ça fait 5 ans que j'ai été diagnostiquée DT1. Et avant, j'étais un peu sur le surcontrôle. Enfin, je regardais tout le temps ma glycémie, parce que j'ai eu directement les capteurs. Et je regardais tout le temps. J'arrivais pas à ne pas y penser. Enfin, j'y pense toujours, tout le temps. Mais j'arrive à prendre plus de recul. Enfin, cette année, j'ai réussi à prendre plus de recul, même si ça fait partie de moi et de ma vie. Mais peut-être pas pendant une journée, mais pendant plusieurs heures, j'arrive à pas forcément y penser. Enfin, à vraiment pas regarder tout le temps ma glycémie et que si je me sens pas bien ou des choses comme ça. Et ça fait du bien aussi de prendre ce recul-là. Et juste un petit risque, justement, ça, sauf si je me sens pas bien, c'est qu'on sait qu'il y a quand même des symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Et le risque, c'est de ne plus être à l'écoute de son corps, de ses symptômes. C'est un numéro de téléphone d'urgence, on connaît plus le numéro de téléphone de ses parents parce qu'il est enregistré. C'est pareil, comme on est en capacité, ça se travaille. Parce que les symptômes d'hypo et d'hyperglycémie, mais d'hypoglycémie, en fait, si on n'est pas attentif à ce qu'on ressent au moment où soit c'est en train de baisser ou au moment où la glycémie, et ben ça peut s'oublier dans le temps. Et que ça me semble important de continuer, c'est votre corps qui est... et puis le matériel, il est utile. Pardon. Le matériel est utile, mais il n'est pas infaillible. Et, tout à fait. Et justement, c'est important de... Moi, je disais justement, à contrario, qui suis sous pompe, j'ai l'impression que depuis que je suis passée sous pompe et en boucle semi-fermée, j'ai moins cette faculté de ne pas m'occuper de mon diabète parce que elle vient tout le temps me rappeler par une vibration, ou c'est quelque chose de bête, mais... Et je peux ne pas l'écouter, et ça arrive que je l'écoute pas et que je la sorte pas de ma poche parce que j'ai pas envie de l'écouter. Mais elle vient quand même toujours me rappeler que je suis en hyperglycémie, que je suis en hypoglycémie. Donc j'ai décidé d'enlever mes alarmes sur mon téléphone pour que ça arrête de vibrer en continu quand même, parce que ça vibre quand même relativement souvent. Mais du coup, les appareils sont bien comme ils ne sont pas bien, parce que du coup, moi, le côté lâcher prise et le côté de je n'y pense plus par moment, il n'est pas forcément tout le temps possible. Donc je ne suis pas du tout dans le surcontrôle parce que je ne l'ai jamais été et que moi j'avais plutôt justement l'autre problématique de j'oublie trop mon diabète et je me soigne pas bien, ou pas du tout. Mais du coup là maintenant c'est un peu, faut trouver le bon équilibre entre tout ce qui sonne tout le temps et le lâcher prise quoi. Donc c'est un peu compliqué mais c'est une autre modalité de traitement et c'est bien aussi quoi. Je dirais qu'il y a 2 points. Il y a le premier qu'effectivement la charge mentale ça a toujours été 24/24, 7 jours sur 7. Néanmoins, effectivement, il y avait toujours cette pause, notamment si on était sous schéma stylo plus dextro à l'époque, entre 2 piqûres d'insuline et 2 dextro. Pour le coup, on était plus ou moins... on n'avait pas de dispositif apparent et du coup, on pouvait plus facilement oublier la pathologie. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Karine. Effectivement, ne se baser que sur la technologie, ça a du mauvais dans le sens où en plus de ça, si on oublie les symptômes, faut pas oublier que les capteurs, il y a quand même un délai entre la glycémie à l'instant T et la glycémie qui est affichée. Donc faut quand même aussi faire confiance à la technologie, effectivement, bien sûr. D'autant plus à son ressenti et à son corps. Mais moi je dirais, les capteurs, personnellement, ça m'a quand même pas mal changé la vie sur l'accompagnement de mon diabète. Carrément. Même si tout à l'heure je disais, c'est tout le temps sur nous. Mais en fait, avant les capteurs, je faisais jamais ma glycémie. C'était quand même un poids d'avoir toujours son lecteur sur soi. On avait un carnet où il fallait noter dans le carnet ce que tu mangeais, ce que tu faisais. Et franchement, j'en ai parlé quand j'étais en séjour avec mes potes. Personne ne faisait le carnet, on le remplissait dans la voiture pour aller juste avant le rendez-vous. Aujourd'hui, t'as juste à sortir ton téléphone ou t'as juste à regarder ta pompe. T'as ta glycémie, c'est quand même révolutionnaire. Par contre, faut pas que ça soit abusif. Et je pense que c'est juste cette situation-là qui peut être compliquée. Ouais. Ça a changé ma vie, moi. Et pour conclure ce temps d'échange, est-ce que chacun peut exprimer ce qui l'aide à avancer dans son quotidien? Quelles sont les ressources que vous avez à vos dispositions? Qu'est-ce qui a fait
évolué votre regard sur la maladie avec le temps, si ça a été le cas. On peut se faire un petit tour de table ? Bah oui. En tout cas, je sais pas si tu es d'accord, Yacine, mais moi, je veux que Karine soit là à chaque fois, comme ça, je suis là pour nos questions. Vraiment, C'est trop bien. Moi, je peux répondre en vrai. Vas-y. Bah moi déjà je pense qu'il y a le temps qui a beaucoup joué. Je pense que le temps fait beaucoup de choses au niveau de la façon dont on se sent avec notre diabète. Il y a du coup aussi les avancées technologiques qui sont assez phénoménales, même si c'est ce que je disais avant, c'est assez ambivalent parce que du coup moi je déteste ma pompe et pourtant je détestais mon capteur et maintenant c'est devenu mon meilleur ami, je pourrais absolument plus m'en séparer. Donc je pense que les nouvelles technologies ont beaucoup fait. Et là, je pense que je peux le dire maintenant, la JD a contribué énormément et ce séjour que j'ai passé en tant qu'encadrante et ce séjour que je passe du coup en tant que jeune adulte, je pense fait beaucoup. Le bienveillance, le fait de pouvoir parler à des gens qui nous comprennent et d'être dans ce cadre de la JD qui est assez ouf en vrai. J'ai pas trop de mots pour exprimer pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça se passe comme ça, mais enfin, c'est vraiment un petit cocon et on se sent bien, on se sent accompagné. Moi, après, ma maman est infirmière anesthésiste, donc forcément, ça contribue aussi beaucoup à du coup, je ne vais pas utiliser le terme acceptation, mais en tout cas, à mieux vivre avec mon diabète et ma maladie. Et surtout, peut-être le fait que ce soit beaucoup plus démocratisé, qu'on voit de plus en plus de capteurs, qu'on voit de plus en plus de personnes montrer et assumer leurs capteurs. Je pense que ça joue beaucoup. Donc voilà. Ok. Moi, je trouve qu'elle a très bien résumé, c'est à peu près tout ça. Tout pareil. Et puis évidemment, moi ça me fait du bien de voir aussi sur les réseaux sociaux qu'on en parle et qu'on n'est pas seul. Ça me fait énormément de bien. Et de voir de plus en plus de personnes aussi qui se montrent avec les capteurs. Je sais que pour certains, c'est pas toujours facile. Et donc, du coup, on se dit juste, on n'est pas seul, on est plein à avoir un DT1. Et puis, voilà. Et puis, en plus, les séjours jeunes adultes, ça permet de se rencontrer en vrai. Donc, voilà. Sortir des réseaux. Moi, je trouve que vous avez vraiment bien résumé. Je vais pas dire tout pareil, mais je vais sur le fait de pas se sentir seule. Parce que moi, il y a eu des moments où vraiment j'ai l'impression d'être... Enfin, je savais que j'étais pas toute seule, mais j'avais personne autour de moi qui avait cette maladie. Et vraiment de partager, de voir qu'il y en a d'autres qui sont comme nous et de se sentir entouré, ça fait vraiment du bien et ça aide à aller mieux et à... Ouais, voilà. Et demain, en rentrant chez vous, parce que ça va se terminer cette bulle, qu'est-ce que sur le côté ressources en fait, qu'est-ce que vous voyez comme ressources possibles? Déjà, on repart enrichi puisqu'on a appris plein de choses en ETP, mais on repart aussi avec des contacts, des amis en fait, on peut le dire. Clairement, on peut utiliser ce terme. Et puis je sais qu'on va pouvoir se recontacter. Et pas que pour parler des T1, c'est juste, on s'apprécie réellement. Et puis voilà, on repart enrichi de connaissances, d'amitié. Et voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'important que tu viens de dire, c'est que on est DT1, mais on ne parle pas tout le temps du DT1. Là, c'est le cadre de l'émission, etc. Mais en fait, on parle de 1000 choses. Et c'est pareil là, c'est pareil en séjour avec les ados, c'est pareil en séjour avec les jeunes, c'est pareil entre nous, DT1, et tous ensemble aussi avec nos amis qui, comme je leur dis, qui ne sont pas DT1. Et c'est hyper important de préciser. On parle avec Karine d'autres choses que des DT1. J'ai envie de dire, heureusement que c'est hyper chiant. Voilà. Et on est bien plus que des DT1 en fait. Mais aussi, c'est parce que on est dans l'idée que ça fait partie de vous et que vous n'êtes pas que ça, et que, ça. etc. Tout ça va ensemble. Je dirais que le DT1, il aide. En fait, aussi dans le cadre, tu sais, quand on a une discussion, parfois, en fait, on sait pas comment briser la glace. Ah, il fait beau, tu fais quoi dans la vie? Là, il y a le truc de... On est DT1, donc ça engage la conversation. Le lien, il se fait rapidement. Totalement. Aussi. Il est très fort. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a ce lien, parce que sinon on se retrouve dans des environnements où, si on pense à, je sais pas, on part dans un club ou je sais pas quoi, un truc organisé, mais il y a rien qui nous relie sauf la tranche d'âge, voire les mêmes envies de type de vacances. Mais oui, ça accélère le processus, en fait, certainement. Ouais.
Effectivement. Et juste à Zoé, par rapport à... Tu as fait un séjour l'année dernière, est-ce que tu es resté en contact avec certains et tu as été en capacité d'aller les solliciter quand tu avais besoin? Oui, on discute souvent, enfin même d'autres choses, évidemment. Je leur envoie pas juste un message quand ça va pas par rapport à ça. Mais oui, on s'est revus et puis du coup ça me permet de... Enfin, on n'habite pas tous dans la même ville. Enfin, vous êtes trouvés à 4 à venir de la même ville, mais moi, du coup, ça me permet de bouger aussi. Je suis allée à Nantes, je suis allée à Paris, donc c'est chouette. Hier, on en Ça s'est parlait. gardé dans le temps. Oui, C'est pas grave. On en parlait hier, on va il y a déjà des week-ends de prévus. Ok, trop chouette. Et ce qu'on se disait hier avec Yacine, parce que nous là on présente, mais hier on a vu tout ce groupe-là qui s'est fait un câlin collectif général, et en fait t'es là, ça fait des années que tu pars et tu y vas pour ce genre de victoire en fait. Tu vas pour voir ce genre de moment qui se passe. Et avec Yacine, vraiment, on était très très émus. Pour plein d'autres raisons, mais celle-ci est quand même très particulière. Et, c'est surtout de se dire qu'effectivement, le séjour jeune adulte, le conseil Jade, qui est l'un des nombreux conseils de la JD, a plein de projets, et parmi ces projets, donc, il y a les séjours jeunes adultes. Et lorsqu'on voit un projet se concrétiser, et lorsqu'on voit clairement des amitiés se former, des cœurs, en gros, parler à cœur ouvert, nous, ça nous fait chaud au cœur. On se dit, en fait, on a tout gagné, et tout l'investissement qu'on met au sein de la JD et tout ce qu'on fait, je le referais 1000 fois juste pour revivre ce moment-là, quoi. Et on en met beaucoup, mais parce qu'on en a envie aussi. Exactement. Et on dit pas ça parce que Karine est là. Et en tout cas, merci beaucoup. Ce fut fort enrichissant. J'espère sincèrement que la fin du séjour se passera super bien. Mais je n'ai pas de doute. En réalité, j'ai pas trop de doute parce que je suis là. Nous, on en a parce que tu es là. Ça, c'est petit. Vous aussi, vous partagez ces doutes-là D'accord, ok. Finalement, on n'a pas que le diabète qui nous relie, tu vois. Et moi, j'ai pas de doute sur votre investissement à tous. Un grand Merci, merci Karine. pour ça. On se dit au revoir pour de prochaines aventures et à très vite. Au Bye revoir. bye. À toutes. Nous avons une grande annonce à vous faire. Comme vous avez pu le voir dans le podcast, les séjours jeunes adultes reprennent. Nous organisons un séjour du 22 au 29 août 2026 qui sera ouvert aux 18-30 ans. Les infos arriveront bientôt sur nos réseaux sociaux, alors venez nous suivre sur Instagram et LinkedIn pour en savoir plus. À bientôt!